Alors c'est parti pour discuter de ce thème qui va sans doute concerner pas mal de monde. Voilà le suivi médical du triathlète, donc voir un petit peu les différents aspects du suivi médical d'un sportif qui s'entraîne potentiellement beaucoup, d'un sportif blessé, d'un sportif qui veut prévenir les problèmes et arriver dans la meilleure forme possible le jour J. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites soit en préventif, et ça c'est un point très important, pour justement bien appréhender la saison sportive et pour progresser, performer le jour J. Et puis après, il y a bien entendu un deuxième aspect, je dirais, dans ce suivi médical qui est la gestion des blessures, la gestion des maladies, et où là on rentre dans une problématique plus curative et bien entendu plus médicale. Et voilà, je ne suis pas médecin, mais j'ai eu, je dirais, le loisir, si j'ose dire, de travailler et de faire une bonne partie de mes études en hôpital, en centre hospitalier auprès de patients. Voilà, donc j'ai une approche qui est un petit peu mixte, on va dire, à la croisée du sport et de la santé, mais pour autant je ne suis pas médecin, et pour des cas bien précis de pathologie, je vous renverrai vers les médecins compétents de vos secteurs respectifs. Alors le premier point, et c'est le point sur lequel je vais probablement le plus m'appesantir, c'est les aspects de prévention. Voilà, quand on fait un sport aussi exigeant que le triathlon, voilà, combinaison de natation, de vélo et de course à pied, qu'en parallèle on est bien entendu un triathlète amateur et qu'on travaille, qu'on a une famille, qu'on a toutes les contraintes de la vie quotidienne, c'est parfois, je dirais, complexe de tout mener à bien et sans se blesser. Sans tomber malade, en étant en forme le plus régulièrement possible. Et c'est bien évident que dans ce cas de figure-là, la prévention est très importante. Il va falloir s'assurer que l'organisme fonctionne bien et qu'il est apte à encaisser une charge d'entraînement potentiellement conséquente. Voilà, ce point est particulièrement fondamental, bien entendu, si on veut performer et réussir des belles courses, progresser dans les classements, battre ses amis, etc. Alors la prévention, on va mettre le focus sur 2-3 petites choses particulièrement, je dirais, intéressantes en premier abord. Tout d'abord, il y a un point qui est fondamental, c'est la notion de s'assurer que tout va bien par le biais de tests d'effort. Donc le test d'effort est un test qu'il faut réaliser soit dans un centre médico-sportif, et auquel cas on aura souvent accès aussi à des données d'entraînement, le VO2 max, la puissance, etc. Mais sur le plan médical, on va faire un bilan complet qui va permettre de s'assurer que tout va bien, en particulier au niveau cardiaque, en particulier au niveau clinique. Donc ce test d'effort, c'est intéressant de le planifier, je dirais en début de saison ou à l'intersaison, à un moment où on est un peu plus tranquille, et d'en faire un tous les ans, un tous les 2 ans, et puis voilà, bien entendu, plus on avance en âge, et plus il faut quand même en faire régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Je dirais que tous les 2 ans c'est une bonne moyenne, voilà, principalement pour des raisons médicales. Et voilà, après quand on avance en âge, on peut peut-être en faire un peu plus fréquemment, et quand on est plus jeune, un peu moins fréquemment. Ce test d'effort, il peut aussi être réalisé en milieu cardiologique. Donc là on est sur un test d'effort vraiment purement cardiologique, pour s'assurer que le système cardiovasculaire fonctionne comme il se doit et comme il faut, et auquel cas on aura essentiellement des données médicales et assez peu d'informations sur le plan physiologique et exploitable pour l'entraînement. Le test d'effort peut être couplé, si le médecin le souhaite, et en particulier si c'est un médecin du sport classique,
à des examens cardiologiques plus poussés si effectivement on constate des anomalies sur le plan de l'électrocardiogramme par exemple. Voilà, s'il y a suspicion de petites anomalies, bien souvent on va vous renvoyer vers un examen plus poussé avec une échocardiographie par exemple, et des examens cardiologiques plus poussés. Voilà, donc ça c'est un test qu'il faut impérativement avoir fait au moins une fois dans sa vie de sportif, et plus on s'entraîne, plus on avance en âge, plus il faut le faire régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Chez les athlètes de haut niveau, c'est un test qui est systématiquement réalisé tous les ans dans le cadre du suivi longitudinal, en tout cas dans certaines fédérations. Alors ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le suivi dentaire. Parce que une bonne santé dentaire est gage de, je dirais, de prévention des blessures et de prévention des problèmes et de santé tout court. Donc avoir un suivi dentaire régulier, annuel, bisannuel ou même bisannuel est important, parce que voilà, une carie ou un problème dentaire qui intervient au mois de juin à l'approche de ses plus gros objectifs, ça peut être, je dirais, ça peut sérieusement compromettre l'entraînement, ça peut se transformer en problème infectieux, et si on doit traiter ça un peu en urgence, ça peut être compliqué si on est en déplacement ou pas chez soi, etc. Donc là encore, il vaut mieux le faire, je dirais, à l'intersaison, faire un bilan dentaire à l'intersaison, systématiquement tous les ans, et si vous êtes un peu fragile, penser à planifier ça, je dirais voire même de manière bisannuelle, une fois l'intersaison, une fois en milieu de saison. Dernier point sur le plan du suivi médical préventif, on va dire classique, c'est une visite chez son médecin, et notamment pour faire une visite chez son médecin pour faire un bilan biologique, et notamment, comme on l'a vu dans le dernier Trimax Hebdo, Trimax Magazine, pardon, de s'assurer qu'on a des stocks de fer suffisants, parce que les réserves de fer sont particulièrement utiles quand on augmente la charge d'entraînement, et en particulier si on est dans un public à risque, à savoir les athlètes féminines, les jeunes, ou des athlètes qui avancent en âge, des athlètes master. Donc bilan biologique essentiellement pour ces facteurs-là, ou alors s'il y a, je dirais, des petits problèmes biologiques un peu plus classiques, je sais pas, d'anémie, de cholestérol et autres, voilà, ou auquel cas il faut faire ça là encore relativement régulièrement en rapport avec son médecin du sport ou son médecin traitant. Alors sur le plan du suivi préventif, je dirais un petit peu plus alternatif, mais néanmoins fondamental pour je dirais les triathlètes qui s'entraînent régulièrement et qui veulent prendre soin de leur organisme, le suivi ostéopathique, ou en tout cas toutes les techniques qui peuvent s'apparenter comme la chiropraxie, etc., est à mon sens très utile pour s'assurer que tout va bien au niveau du châssis, si j'ose dire, donc au niveau articulaire, au niveau musculaire, voire même au niveau viscéral. Voilà, et ça, je dirais que c'est un suivi qui est très efficace, dont les athlètes qui s'entraînent beaucoup sont friands, parce que c'est ce qui permet vraiment d'être dans la prévention, d'être dans les petits réglages et dans la gestion préventive des éventuels problèmes tendineux, articulaires, musculaires, et c'est ce qui permet au final d'encaisser une charge d'entraînement un peu plus conséquente. Donc ostéopathie, chiropraxie, acupuncture, les massages, bien sûr les massages sportifs, tout ça est très utile pour prévenir les problèmes et s'assurer que tout va bien.
y a une première question sur les tests d'effort, à partir de quelle distance et de quel âge. Le test d'effort, je pense que à partir de l'adolescence, on peut commencer à faire des tests d'effort, hein, donc de l'ordre de 15-16 ans. Si on a des petits soucis d'asthme ou autre, on peut envisager de les faire un petit peu plus jeunes. Donc c'est des tests d'effort pédiatriques. C'est un peu plus compliqué à avoir, mais on peut faire ça dans des centres hospitaliers un petit peu importants, ou en tout cas dans des endroits où on a l'habitude de gérer des sportifs de tous âges. Et à partir de quelle distance? Alors là, il n'y a pas de distance, hein. Là, on est vraiment sur des aspects de santé. Que l'on fasse du sprint ou du longue distance, il faut faire des tests d'effort à un moment donné pour s'assurer que tout va bien. Voilà. Donc dès 15 ans, on va dire entre 15 et 30 ans, on peut faire ça tous les 5 ans. Puis à partir de 30 ans, on peut passer à tous les 2-3 ans. Et passé 50 ans, il faut en faire un tous les 1-2 ans. Voilà, pour être sûr qu'on n'a pas de soucis et qu'on peut forcer sans risque. Alors donc on a vu tous ces aspects de suivi médical, je dirais préventif, en tout cas quelques aspects, hein. Je suis volontairement, je suis pas rentré dans les aspects de nutrition ou autre, hein. Là on est vraiment dans le côté médical du suivi. Et puis après, bien entendu, il y a la deuxième facette qui est le suivi médical et la gestion des blessures ou des maladies. Donc sur cet aspect-là, bien évidemment, il peut y avoir une multitude de problèmes à gérer, des plus bénins, type tendinite ou autre, à des choses nettement plus importantes et plus complexes à gérer. Quoi qu'il en soit, même si je dirais un coach, un entraîneur ou ce que vous pouvez lire peut vous apporter déjà quelques informations. Après, il y a évidemment un point de passage obligé qui est le passage chez le médecin. Donc classiquement, on va d'abord aller voir son médecin traitant pour faire une première évaluation du problème. Puis dans un second temps, si le médecin traitant le juge, vous allez être envoyé vers un spécialiste, soit un médecin du sport spécialiste, soit un pur spécialiste du problème en question, un hématologue si c'est un problème sanguin, un orthopédiste si c'est un problème articulaire important. Voilà, et ça va être le point de départ je dirais, d'un cheminement thérapeutique qui doit bien entendu conduire, en tout cas on le souhaite, à la guérison et je dirais à la gestion efficace du problème. Donc dans ces moments-là, il faut bien évidemment relâcher de manière importante l'entraînement, parce que c'est souvent incompatible de soigner une pathologie quelle qu'elle soit et en parallèle de maintenir un entraînement poussé. Par contre, il est vivement recommandé dans ces phases de traitement de garder une activité physique adaptée, en tout cas quand on a le feu vert du médecin. Et activité physique adaptée, ça veut dire des choses bien entendu beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, qui vont tenir compte de la pathologie. Alors on va prendre des problèmes assez classiques qui sont des problèmes par exemple musculo-articulaires au niveau des cuisses, des genoux. C'est vrai que dans ces moments-là, on peut plus courir parce que c'est incompatible avec les soins, c'est incompatible avec la douleur qui est générée par la blessure. Par contre, on peut assez fréquemment poursuivre soit un entraînement de natation un peu adapté, soit un entraînement de vélo un peu plus doux. Et quand c'est pas possible, on peut toujours faire un petit peu de renforcement musculaire du haut du corps, du gainage, ou faire je dirais, du travail de type électrostimulation ou kinésithérapie adapté pour toujours garder un petit fond d'activité qui va permettre déjà de garder le moral et puis de continuer un petit peu à stimuler l'organisme, ce qui va faciliter la guérison et qui va faciliter le processus. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que les sportifs,
en particulier les triathlètes qui ont l'habitude de s'entraîner quand même assez régulièrement, sont souvent un peu dans une phase un peu difficile, hein, parce que voilà, on est obligé de mettre un peu le frein sur l'entraînement, des fois de manière assez poussée, et c'est loin d'être évident. D'où l'importance de garder quand c'est possible et qu'on a le feu vert du médecin, une petite activité physique adaptée. Donc voilà, donc j'en ai terminé un peu sur ces aspects un peu généraux. Donc le suivi médical préventif, hein, on a vu que il y avait un point très important qui était le test d'effort, puis les bilans biologiques et le suivi dentaire, voilà, qui sont des choses, je dirais, nettement, particulièrement importantes pour s'assurer et prévenir les problèmes, notamment en cours de saison. Les problèmes de santé, les problèmes de méformes, les problèmes d'infection, etc. Et puis après, il y a bien entendu un deuxième aspect qui est la gestion des blessures, où là, on est vraiment dans l'individualisation, les choses très spécifiques à chaque pathologie. Et là, il faut donc se retourner vers son médecin du sport, ou son médecin traitant, parce que au début, c'est lui qui va gérer au mieux la situation, surtout si c'est un problème aigu. Voilà, alors on a quelques questions auxquelles je vais commencer à répondre, et puis donc n'hésitez pas à les poser, en particulier si vous avez des petits soucis de santé ou des petits problèmes que vous avez du mal à résoudre, et on essaiera d'y apporter des réponses. Alors une petite question en rapport, comment se déroule un test d'effort ? Le temps, l'intensité, etc. Le test d'effort, généralement, ça comprend une première phase avec un examen clinique et un petit entretien avec le médecin pour s'assurer que tout va bien et que déjà on va être apte à faire le test d'effort dans de bonnes conditions. Donc voilà, un examen clinique classique, notamment un examen au stéthoscope de la cage thoracique et du fonctionnement cardiaque. Puis bien souvent derrière il y a un ECG de repos, donc un électrocardiogramme, pour voir comment le cœur fonctionne au repos. Une fois que tout ça a été fait, on enchaîne généralement, en tout cas dans un certain nombre de centres, vers des mesures, je dirais, statiques de type poids, taille, composition corporelle, la masse grasse, la masse musculaire. Et puis ensuite on va faire son test d'effort à proprement parler, qui généralement est fait sur un vélo, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour mesurer les échanges gazeux, pour mesurer le fonctionnement cardiaque à l'effort. Et là, ça dure généralement un petit quart d'heure, hein, où on va se mettre en route, et puis progressivement l'intensité de l'effort va monter. Donc l'intensité, si c'est sur un vélo, c'est la puissance à développer, et si c'est sur un tapis roulant, c'est la vitesse de course. Et on va vous amener si c'est un test à vie d'entraînement, jusqu'à votre maximum pour avoir la puissance maximale aérobie ou la vitesse maximale aérobie, la fréquence cardiaque, etc. Et si c'est chez un cardiologue, généralement on vous arrête un peu avant, mais le cardiologue a eu les informations qu'il souhaitait. Voilà, donc ça c'est généralement ça dure 1 heure, on vous pousse jusqu'à votre maximum et on voit comment l'organisme répond au niveau respiratoire, au niveau cardiaque et puis bien sûr au niveau de vos performances. Alors globalement, c'est quand même plus simple à faire sur vélo plutôt que sur tapis de course à pied, parce que sur tapis c'est plus compliqué de gérer les électrodes, etc. Et c'est réservé quand même à des sportifs déjà un peu plus aguerris. Néanmoins, ça peut être intéressant pour certains athlètes qui veulent connaître certaines informations de VO2 max, ou certaines informations physiologiques, de le faire aussi en course à pied. Voilà, mais moi je préconise plutôt de le faire sur vélo, notamment quand c'est un premier test.
Alors, ça c'était les informations sur le test d'effort, sur tapis roulant. Que conseilles-tu comme test pour un jogger ou pour un cycliste sur le plan matériel? Alors, j'ai pas bien compris la question, mais j'imagine que ça rejoignait cet aspect du faire le test soit sur un tapis, soit sur un ergomètre. Et donc voilà, en tout cas quand c'est le premier, c'est quand même bien de le faire sur vélo, parce que c'est plus simple à gérer. Et puis pour se tester, on peut tout à fait en course à pied le faire autour d'un stade, voire avec une montre GPS, on peut tout à fait arriver à avoir une bonne estimation de ses niveaux de performance en faisant ça en plein air, voilà, ou sur un stade. Autre question, les centres médico-sportifs. Alors effectivement, si c'est un test complet à visée et médicale et à visée d'entraînement, il y a dans toutes les grandes villes généralement un centre médico-sportif, soit à l'hôpital, soit dans des structures privées, soit dans des cliniques qui proposent ce genre de service. Donc ici sur la Côte d'Azur, on a en particulier l'Institut monégasque de médecine du sport qui a l'habitude de tester tous les athlètes professionnels, cyclistes ou autres de la région de Monaco-Nice. À Paris, on a des centres comme Monstad qui se sont créés et qui sont des centres de suivi médical pour les sportifs avec tout un ensemble de services intéressants. Et puis on en va retrouver un petit peu dans toutes les grandes villes. Vous pouvez avoir des informations notamment sur le site de la FF3 sur les centres médico-sportifs de vos secteurs pour prendre rendez-vous et faire ça aussi vite que possible si vous n'en avez jamais fait. Alors on me demande quel est le prix d'un test. Alors c'est généralement, comme je l'ai évoqué, c'est des tests qui durent 1 heure, 1 heure et demie maximum, et le prix va grosso modo de 150 à 300 euros, en tout cas pour un test à visée entraînement. Si vous faites un test cardiologique et que c'est avec une prescription médicale de votre médecin, parce qu'il juge que c'est important que vous fassiez un test cardiologique, vous pouvez bien sûr être remboursé, mais c'est pas tout à fait le même test, puisque dans un test cardiologique on ne va pas vous mesurer votre VO2 max, on ne va pas mesurer votre composition corporelle, on ne va pas mesurer votre puissance maximale aérobie, donc vous allez avoir beaucoup moins d'informations pour votre entraînement. Dans un centre médico-sportif, vous allez repartir avec un dossier complet sur là où vous en êtes à un moment donné, et ça va vous aider vous-même ou votre coach ou votre entraîneur de club à vous donner des conseils sur le plan de votre entraînement en vue de la saison à venir. Alors où est-ce qu'on peut aussi faire ça? Voilà, ça me vient à l'esprit tout en parlant. C'est vrai qu'à Paris on peut aussi en faire à l'INSEP, on peut aussi en faire sur la Côte d'Azur à Antibes, au centre hospitalier, ou bien à la Mouratoglou Tennis Academy. Donc on trouve assez facilement des endroits où faire ça dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis si vous voulez qu'on vous aiguille vers un centre le plus performant possible, n'hésitez pas à nous contacter et on vous renverra vers le meilleur centre de votre secteur. Alors, une autre question, comment se déroule un test? Bon, ça on l'a déjà vu, on a vu que c'était progressif, et on me demande, est-ce qu'il faut arriver échauffé ou est-ce que ça fait partie du test? Alors c'est vrai que bien souvent on vous laisse pas trop le temps de vous échauffer, parce que il y a souvent des sportifs, les sportifs enchaînent les tests les uns après les autres, et donc c'est pas toujours évident d'avoir le temps de s'échauffer. Donc moi c'est vraiment un conseil que je donne à mes sportifs. Je leur recommande vivement d'aller au centre médico-sportif, soit en petit footing, soit en vélo, pour arriver préchauffé
et ensuite voilà, démarrer le test dans un état d'échauffement déjà un petit peu avancé, parce que on vous laisse rarement plus de 5 minutes pour vous échauffer avant un test. Voilà, alors une autre question qui est relative au moment le plus propice dans la saison pour faire un test d'effort. Donc on a vu que, bon, en général, tout ce qui est suivi médical, c'est quand même bien de le faire à l'intersaison, parce que c'est un moment où on est un petit peu plus tranquille, l'entraînement n'est pas encore trop chargé, donc voilà, pendant l'hiver, c'est idéal, hein, c'est le moment le plus intéressant pour aller chez le dentiste, pour refaire ses vaccins, en tout cas ceux qu'il faut refaire en termes de rappel, je pense notamment au vaccin du tétanos. Et pour ce qui est du test, c'est toujours bien de le faire à ce moment-là, après on va dire quelques semaines de reprise d'entraînement si vous avez coupé. Voilà, il ne faut pas y aller complètement déconditionné, il vaut mieux y aller après un mois de reprise d'entraînement en douceur, parce que c'est le moment le plus propice pour juger de son niveau et pour orienter l'entraînement de la saison qui vient. On peut aussi les faire les tests après quelques mois d'entraînement pour évaluer ses progrès, hein, de manière précise, dans les mêmes conditions que sur le test initial de début de saison, et auquel cas c'est quand même bien je dirais de prévoir un minimum de 3 mois entre les deux tests, hein, voilà, en faire un en janvier puis un en mai-juin par exemple, ça peut être intéressant si on veut vraiment savoir où on en est et donc affiner son entraînement en temps réel. Autre question, les tests avec prise de lactate ou avec masque. Alors, effectivement, c'est deux approches assez différentes je dirais, du test d'effort médico-sportif. Le test avec lactate vise en fait à faire un petit prélèvement sanguin, généralement au bout du doigt ou au niveau du lobe de l'oreille, à intervalles réguliers, hein, toutes les 1 ou 2 minutes, voilà, dans ces eaux-là, pour évaluer ce qu'on appelle la lactatémie, c'est-à-dire le taux d'acide lactique, le taux de lactate dans le sang, et donc d'évaluer de cette manière l'intensité de l'effort. Alors c'est une manière de procéder qui a ses partisans. Pour ma part, je préfère nettement mieux le test avec masque basé sur les échanges respiratoires, et qui va permettre d'évaluer en plus je dirais, des données de puissance et de fréquence cardiaque, qui va permettre aussi d'évaluer les données ventilatoires et notamment de consommation d'oxygène. Voilà, ce qui permet à un sportif d'être performant dans les sports d'endurance, c'est en partie sa capacité à utiliser l'oxygène et donc à produire un travail musculaire avec cet oxygène, et donc le fait d'évaluer la consommation maximale d'oxygène, d'évaluer les seuils à partir de mesures gazeuses et avec un masque, aujourd'hui c'est la méthode la plus utile et la plus fiable pour évaluer son niveau physiologique et son niveau de performance. Alors, autre question. Bonjour, jeudi j'ai passé un test d'effort à la clinique Toulouse-Lautrec à Albi. Le docteur m'a poussé jusqu'au bout. Et au départ, avec des paliers de 30 watts, 8 ou 20 watts. J'aurai les résultats jeudi prochain. Voilà, ma fréquence max 168, alors qu'en vélo je monte à 178. Et ma VO2 max 65, votre avis? Alors, très honnêtement, c'est presque impossible de porter un jugement, je dirais, comme ça, de résultats de test qui
qui sont je dirais un petit peu partielles, et de dire voilà, c'est bien, c'est pas bien. Ce qui est surtout intéressant dans un test d'effort, c'est de voir comment on progresse, hein, voilà, d'où on part et où on va, et où on arrive. Voilà, et de quantifier la progression. Voilà, donc moi par exemple, j'ai un de mes sportifs qui m'a envoyé les résultats de son test annuel ce matin, et qui a permis de voir que sur un certain nombre de paramètres, à commencer par son poids corporel, mais aussi sur sa consommation maximale d'oxygène ou sa puissance, il avait progressé de 15 à 30% en une année d'entraînement. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'évaluer le palier qu'on est capable de franchir. Alors après, effectivement, quand on a une VO2 à 65, alors je ne connais pas l'âge de cet internaute ou de cet auditeur, mais quand on a une VO2 à 65, ça commence à être une VO2 assez intéressante, et qui situe la personne sur je dirais un bon niveau régional en termes de pratique. Sur du niveau, pour passer au niveau supérieur, national, voire international, il va falloir effectivement faire un travail spécifique pour essayer de monter vers 70-75 de consommation maximale d'oxygène. Voilà, donc un test, c'est surtout intéressant dans le cadre d'un suivi longitudinal pour voir comment on évolue d'une saison à l'autre, et en tout cas d'un test à l'autre. Alors une autre question, est-ce qu'il y a une prise en charge par la sécurité sociale avec une prescription médicale? Écoutez, voilà, aujourd'hui le sport sur ordonnance, vous avez peut-être suivi, est officialisé là depuis le 1er mars. Alors il est pour le moment réservé aux gens qui ont des affections de longue durée, diabète ou autres. Pour des sportifs qui sont en bonne santé, malheureusement, le test d'effort à visée d'entraînement n'est pas pris en charge. Voilà, ce qui peut être pris en charge, c'est un test cardiologique, mais là, il y a un cadre assez précis que je ne m'avancerai pas à évoquer parce que je ne le connais pas exactement, mais il faut voir avec votre médecin traitant. Et dans ce cas de figure, notamment si vous avez plus de 40 ans, et qui plus est plus de 50 ans, vous pouvez en parler à votre médecin traitant et voir ce qu'il peut vous proposer, ce qu'il peut faire. Il me semble qu'on peut avoir un test d'effort cardiologique pris en charge tous les 5 ans, passé 40 ou 50 ans. Voilà, alors sur cette question. Alors autre question sur les tests, est-ce qu'il vaut mieux les faire en intérieur ou en extérieur? Alors un test d'effort médical, en tout cas au cours duquel on va vous mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques, c'est dans 90% fait en milieu intérieur, parce que voilà, c'est la seule condition pour avoir je dirais un support à la hauteur, en tout cas qui permet de mesurer un certain nombre de paramètres, et je pense notamment à l'électrocardiogramme d'effort. En plein air, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des dispositifs de mesure de VO2 en extérieur. Bon, ça reste quand même du matériel relativement onéreux et un peu complexe à mettre en œuvre. Donc pour pour résumer, pour tout ce qui est test d'effort, je dirais à visée médicale et performance, c'est à faire en centre médico-sportif en intérieur. Après, en complément, bien entendu, mais là on est vraiment que dans l'entraînement, on peut aussi faire des tests d'effort en plein air, mais là voilà, c'est ce qu'on appelle des tests de terrain, et là il n'y a pas de visée médicale ou physiologique, en tout cas pas directe. Voilà. Alors pour les personnes qui font de l'hypertension, alors première chose, c'est que quand on fait de l'hypertension, l'exercice physique adapté est particulièrement intéressant pour réguler
pour réguler le problème et voir voilà, permettre de réduire les symptômes. Bon, là encore, l'hypertension, il peut y avoir, elles peuvent être légères, elles peuvent être plus prononcées. Voilà, la meilleure chose que j'ai à vous dire, c'est de vous renvoyer vers un médecin du sport qui a l'habitude de prendre en charge ce genre de situation et qui va vous conseiller tant sur le suivi à adopter que sur les traitements à utiliser, mais aussi qui va vous orienter un petit peu sur votre entraînement ou sur ce qu'il convient de faire dans votre cas. Donc voilà, dès qu'il y a une problématique pathologique, je vous invite à consulter votre médecin du sport favori, parce que c'est lui qui aura les meilleures réponses à ce genre de questions. Alors on s'éloigne un peu du côté médical, mais j'en profite pour répondre à cette question sur la distinction entre VMA et VO2 max. Alors dans ces deux termes, il y a le M pour max, hein, donc effectivement la VMA c'est votre vitesse maximale aérobie, donc ça fait référence à la course à pied, voire à la natation. Et c'est la vitesse maximale à laquelle vous êtes capable de vous déplacer en utilisant 100% de votre métabolisme aérobie. Donc bon, ben voilà, c'est la vitesse, pour faire très court, mais c'est la vitesse et très schématique, c'est la vitesse à laquelle qu'on atteint quand on fait un effort progressif d'intensité croissante qui vous mène jusqu'à votre maximum. Hein, donc si vous mettez sur une piste d'athlétisme et que vous accélérez progressivement en allant de plus en plus vite, et bien arrive un moment où vous allez être au maximum de vos capacités de course à pied, vos capacités cardiaques, et il y aura probablement, c'est probablement à cette intensité-là que vous atteindrez votre VO2 max. Et alors donc ça, je fais le lien avec la VO2 max. Donc la VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène ou le débit maximal d'oxygène que votre organisme est capable d'utiliser à l'effort. Et donc c'est votre cylindrée. Et pour faire un parallèle avec un moteur de voiture, voilà, c'est plus vous êtes capable d'utiliser d'oxygène chaque minute, plus vous allez être capable d'utiliser de carburant, et donc plus vous allez aller vite. C'est un peu schématique, mais c'est comme ça. Donc plus on a une VO2 max élevée en litres d'oxygène par minute, plus on va être susceptible, je dirais, d'être performant en triathlon, quel que soit le sport. Alors bien sûr, c'est une donnée purement physiologique qui permet d'avoir une vision de la cylindrée d'un sportif et de voir comment elle évolue dans le temps avec l'entraînement. Bien entendu, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte dans la performance sportive en triathlon, à commencer par l'endurance, en poursuivant par le mental, la technique, etc. Alors pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas, si vous avez des petites questions d'ordre médical, à profiter de ce live pour les poser. Bon, je vous rappelle que dans le dernier magazine Trimax, si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai écrit un article sur les bilans biologiques et notamment en mettant l'accent sur un paramètre qui est important, qui est celui du fer sérique et des stocks de ferritine, hein, puisque voilà, c'est un élément minéral qui est particulièrement utile pour les sportifs, puisque c'est sur, je dirais, le fer est associé au globule rouge et c'est lui qui va fixer l'oxygène et le transporter des poumons jusqu'à vos muscles et jusqu'aux cellules en général. Voilà, donc si vous voulez tout savoir sur le métabolisme du fer et comment prévenir les problèmes, comment optimiser tout ça, je vous invite à lire le dernier Trimax Magazine. Vous le téléchargez et vous trouverez toutes les informations sur cette thématique.
Alors on a une autre question, comment on sait si on doit faire ou pas un test? Alors comme je l'évoquais au tout début, je pense que quoi qu'il arrive, une fois dans sa vie de sportif, une fois dans sa vie de triathlète, il faut envisager de faire un test d'effort pour s'assurer que on n'a pas de soucis et que on peut voilà, forcer sans risque. Et ça peut être aussi l'occasion d'avoir une vision précise de son niveau de performance, voilà, et d'avoir accès à des informations dont tout le monde entend parler mais auxquelles on n'a pas toujours dont on n'a pas toujours connaissance, la puissance, la VO2 max, la masse grasse, etc. Donc voilà, il faut en faire un au moins une fois, et puis comme je le disais, si on est en bonne santé, qu'on n'a pas de soucis particuliers, et ben quand on a 20-30 ans, on peut en faire un tous les 5 ans. Et puis en moyenne, hein, alors si on est un athlète de haut niveau, un tous les ans, c'est particulièrement intéressant, mine de rien, pour s'assurer que tout va bien et faire un suivi des données physiologiques. Et puis après, quand pour les sportifs amateurs, quand on avance en âge, ben, la fréquence va un petit peu augmenter parce que ben, voilà, arriver à 50, 60, 70 ans, il peut être utile de faire un test tous les 1 ou 2 ans. Rendez-vous le mois prochain pour un sujet plus axé entraînement et triathlon.